m'appelle Cédric Flores, je suis professeur de piano à Lyon et bénévole Unisson. Et donc Unisson, je suppose que Lorena, je me permets de tutoyer. Oui, 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 bien Euh, sûr. Lorena, dont tu connais, je suppose, parce que tu es arrivé par là. Oui. Voilà. Donc un petit rappel rapidement, Fédération des professeurs indépendants de musique, multi-instruments. L'idée, c'est de commencer à nous fédérer pour avoir, déjà pour nous entraider, pour aider ceux qui vont rentrer dans le métier. Nous, on y est déjà rentrés. Et puis aussi de commencer un petit peu à peser sur les institutions quand ils sont en train de faire des choses comme ils sont en train de faire actuellement avec la danse, par exemple. Bon. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Ne pas... Alors, nous, actuellement, vient de terminer notre assemblée générale. Donc, il y a beaucoup eu de formations cette année. On compte continuer sur ces formations-là. On en a déjà deux qui sont prévues. Un sur l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement, de ce que j'ai compris, et un deuxième sur le défi des 40 que vous devez sûrement connaître, le défi des 40 morceaux. Voilà. Ne pas hésiter à parler de nous autour de vous, à votre entourage, à vos collègues, parce que plus on sera nombreux, évidemment, plus ça sera intéressant. Et si vous avez envie de participer, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Voilà. Euh, donc aujourd'hui, le thème, c'est comment optimiser l'apprentissage du rythme. Je parle vite là, donc le rythme, c'est pas bon, hein, on est d'accord. Euh, et avec Alain Sopin, donc je vais le laisser se présenter. Merci Cédric. Donc voilà, bonjour Lorena. Bonjour. Alors, oui, donc je voulais aujourd'hui aborder le thème de comment optimiser l'apprentissage de rythme parce que c'est vrai que bon, on en a discuté avant de démarrer avec Lorena, qui est d'origine argentine. Forcément, tiens, il y a Delphine qui arrive en plus. Ah, Delphine Descamps. Ah oui. Alors, on va la laisser venir. Elle est où, notre Delphine? Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Delphine, es-tu là? Je n'ai jamais démarré un concert à l'heure. Jamais. C'est très parisien, ça, de commencer en retard, mais bon. Hello, Delphine. Bonjour. Tu nous Bonjour. entends? Tu nous entends? Oui, impeccable, merci. Désolée, j'ai eu un gros bug. Ça fait 20 minutes que j'essaie de me connecter sur Internet. Tu es arrivé, tu es arrivé. Arrivé, mais c'est très long. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'est un plaisir vraiment de voir, Alain. Vraiment. Cool. Je suis organisée pour ça. Ouais, mais c'est chouette. Je suis ravi que tu sois parmi nous aujourd'hui. J'allais dire ce soir, mais on n'est pas encore le soir. Oui, donc je reprends. En fait, tu n'as rien loupé parce qu'on a un peu papoté avec Cédric et puis Lorena. Donc j'étais en train de démarrer l'intro, pratiquement sur la première phrase où j'avais dit voilà, donc aujourd'hui on va travailler sur comment optimiser l'apprentissage de rythme. Donc tu n'as absolument rien manqué, donc tout va bien. Alors, pour répondre à cette question, ce qui va être important, c'est de comprendre comment on perçoit le rythme, comment le rythme est perçu justement par le cerveau, parce que quand on parle d'apprentissage, forcément le centre et le siège de l'apprentissage, c'est pas dans nos pieds que ça se trouve, c'est dans le cerveau. Et ce qui va être super intéressant, c'est de constater, et on va rentrer dans le détail, c'est de constater que bon, on est d'accord, la musique c'est des sons, et les sons sont perçus par l'oreille. Sauf que le rythme, percevoir le rythme, l'oreille ne sait pas le faire. Notre système auditif n'est pas capable de percevoir le rythme. Et on va rentrer dans le détail parce que ça, c'est une information importante. Ça va être notre point de départ pour comprendre justement comment faire pour optimiser l'apprentissage de rythme. OK? Alors, donc, pour parler de tout ça, sur comment justement le rythme est perçu,
je me suis basé, et ça fait pas mal d'années que je me suis plongé là-dedans, je me suis basé sur des études et des recherches qui ont été faites sur le plan des neurosciences. Et notamment, je me suis basé sur les travaux de 2 personnes en particulier que j'aimerais vous présenter. Est-ce que vous voyez ce monsieur? Oui. Voilà. Ce monsieur, il s'appelle, comme c'est marqué, Simone Dalla Bella. Et Simone Dalla Bella, c'est d'abord un musicien parce qu'il est d'origine italienne. Il a fait ses études au conservatoire, un très grand conservatoire, le conservatoire de Mantova. Oui, c'est Mantova. Donc, études de piano. Et il est, voilà, après il a fait des études de neurosciences. Et ce monsieur, il est co-directeur du Brahms. Et les Brahms, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et les sons, qui est basé à Montréal. Et en fait, c'est une cellule de recherche où il y a une coopération entre l'université de McGill et l'université de Montréal. Et en matière de recherche et d'études en neurosciences, mais appliquées à la musique, c'est vraiment le centre. Voilà. Et ils font vraiment un travail extrêmement remarquable. Donc, j'ai énormément suivi ces études et ces recherches qui sont absolument passionnantes pour nous en tant que profs de musique. Et puis, une deuxième personne que j'aimerais présenter, c'est Sylvie Nozaradan, qui, elle, c'est une de mes compatriotes. Moi, je suis belge, d'origine flamande. Donc, si jamais il y a des petits mots ou des conjugaisons qui sont pas bonnes ou des accords qui sont pas bons, ne m'en voulez pas. Voilà. En flamand, parce que ma langue maternelle, c'est le flamand, les accords masculins, féminins, ça n'existe pas. Donc, parfois, je fais encore quelques petites fautes, même si ça fait 37 ans que je suis en France. Donc, Sylvie Nozaradan, elle a fait ses études de piano au conservatoire de Bruxelles. Et après, cette charmante dame, elle a fait de la médecine. Et puis derrière, elle a fait 2 doctorats en neurosciences. Et aujourd'hui, elle a fait des recherches justement au Brahms à Montréal. Elle a une chaire à l'université de Sydney. Donc, tous les éléments que je vais apporter aujourd'hui pour éclairer le sujet de comment le rythme est perçu, eh bien, sont issus des recherches de ces 2 personnes principalement. Voilà. Juste pour donner un peu plus d'informations. Donc, Simone Bella-Dalla, il s'est principalement intéressé aux mécanismes cognitifs et neuronaux qui déterminent la perception et la performance musicale, alors que notre amie Sylvie Nozaradan, elle a consacré la majeure partie de ses recherches spécifiquement à la perception du rythme. Donc, c'est voilà, juste pour vous donner ça en plus. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent pas en détail, donc voilà, je m'appelle Alain Stoffen, je suis, comme je l'ai dit, d'origine belge, d'origine flamande. J'ai commencé à la musique super tôt, voilà, je pense que comme nous tous. Et puis, à l'âge d'11 ans, j'ai intégré un ensemble de musique ancienne, donc spécialisé dans la musique Renaissance, spécialisé dans la musique baroque, où j'ai principalement joué toutes les flûtes anciennes. Et c'est un ensemble avec lequel, à partir de l'âge d'11 ans, j'ai donné énormément de concerts. Donc, quand j'avais 15 ans, on a gagné un concours international. On est donc arrivé premier sur 90 participants, dont voilà certains qui venaient des États-Unis. Donc, c'est une super expérience. Et donc après, bon, je suis arrivé sur le piano parce que j'ai senti que c'était mon instrument. Et puis, bon, voilà, j'ai fait mes études en Belgique, à Bruxelles et à Louvain, pour ceux qui connaissent. C'est une grande ville d'étudiants. Et en fait, quand j'ai fini mes études, j'ai bifurqué vers une toute autre expérience parce que je voulais élargir mes horizons parce que j'avais une espèce de soif d'aller plus loin parce qu'il y avait certaines choses qui me manquaient. Je me suis lancé dans une formation de danse contemporaine et j'ai fait les percus africains en même temps. Et ce qui a été extraordinaire dans cette expérience, c'est que après 2 ans de formation intensive de danse contemporaine et de percus africains, je me suis rendu compte qu'en fait, pendant mes 15 ans de formation classique, je n'avais jamais appris à ressentir le rythme comme j'ai pu le faire en ces 2 ans, en pratiquant de la danse et
les percus africaines. Et c'est là où j'ai vraiment eu l'impression que pour la toute première fois, j'arrivais à sentir le rythme, mais vraiment avec mon corps, quoi. Alors que ça faisait très longtemps que je faisais des concerts, et pourtant, donc, quand je jouais des croches, des noirs, des doubles croches, tout ça, forcément, personne ne m'a tapé sur les doigts parce que je les jouais correctement. Mais après ces 2 ans d'expérience de danse et puis de percus africains, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais pas ce que c'était le rythme. Je le vivais pas vraiment comme je le vivais là après ces 2 ans. Et ça m'avait terriblement perturbé parce que je me suis dit, attends, mais comment ça se fait qu'en 15 ans, j'ai pas réussi à maîtriser le rythme et à ressentir le rythme tel que je le fais maintenant. Et c'est là que j'ai constaté qu'il y avait une énorme lacune dans la façon dont le rythme est enseigné chez nous ici en Occident, dans notre culture occidentale. Et comme j'ai fait 2 ans de percus africaine, enfin, il y a un incident en fait il y a un petit truc qui s'est passé, c'est que j'avais un coiffeur. Et ce coiffeur, c'est un type assez extraordinaire parce que il avait 2 métiers. Il était à la fois coiffeur et il était aussi percussionniste. Il était d'origine cubaine. Et la première fois j'ai pris rendez-vous avec lui, voilà, il m'a coupé les cheveux et puis on a un peu discuté. Et quand je lui ai dit que j'étais musicien, il s'est dit, je suis musicien aussi. Donc du coup, à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a toujours, quand je l'appelais pour qu'il me donne rendez-vous, il me mettait toujours en dernier rendez-vous de la journée. Donc, une fois qu'il m'avait coupé les cheveux, il fermait sa boutique et il m'invitait dans l'arrière-boutique chez lui. Et là, dans son arrière-boutique, il y avait une espèce de studio avec une tonne d'instruments de percussion. Donc, et c'était super top. Donc, forcément, comme moi, j'avais commencé les percus africaines, je dis, ouais, moi, je suis super bon, etc. Et forcément, on passait des soirées à faire des percus, ce qui est super bien. Et un jour, il m'a dit, écoute, j'ai un fils de 4 ans, voilà, il maîtrise 1000 fois mieux le rythme que toi. Et bon, forcément, j'étais un peu vexé. Et puis un soir, il a amené son fils d'un petit bout de chou, voilà, à croquer, avec des cheveux bouclés comme ça, des yeux bien foncés, enfin, un garçon extraordinaire. Et il a dit à son fils, écoute, vas-y, joue-moi tel rythme. Et le gamin, il a commencé à bouger et à travailler, à jouer sur les bongos et même à chanter les rythmes. Et c'est un truc, je me dis, waouh! Et je suis resté complètement bouche bée, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à voir que dans d'autres cultures, il y a une façon d'aborder l'apprentissage de la musique qui n'a rien à voir avec le nôtre. Parce que nous, on est dans une culture où la transmission se fait par écrit. Alors que dans toutes les autres cultures, l'écriture n'existe pas. On est vraiment chez nous, notre culture, c'est la seule culture où la musique est écrite et est transmise donc de cette façon-là. Dans toutes les autres cultures, c'est donc des traditions orales. Ce qui fait que dans la transmission, et là je parle plus précisément au niveau de rythme parce que c'est le sujet qui nous intéresse, c'est vrai que dans la transmission, on est immédiatement installé et connecté avec le ressenti. Et ce qui fait qu'en termes de maîtrise, et c'est vrai que quand il m'avait dit, écoute, mon garçon, mon petit bout de chou de 4 ans, il joue 1000 fois mieux, il maîtrise 1000 fois mieux le rythme que toi, je me suis dit, attends, faut pas déconner. Ah bah oui, je me suis vraiment pris une claque, quoi. Et c'est là où je me suis dit, waouh. Bon, déjà, à l'époque, j'enseignais la musique et j'ai toujours été passionné par la pédagogie. Donc, je me suis dit, là, il y a des pistes à trouver, il y a des clés à trouver parce que dans notre enseignement, on propose pas un apprentissage de rythme où les gens, où les gamins, et même les adultes, quand ils apprennent la musique, sont connectés au ressenti. Donc, c'est complètement déconnecté du ressenti. Et c'est là où je suis parti. Voilà, j'ai dit, OK, il faut que j'ai envie d'aller découvrir dans les autres cultures comment, justement, la musique et plus principalement le rythme est enseigné. Et bon, je vais arrêter là sur ma présentation. Parce qu'après, je vais vous expliquer justement parce que j'ai notamment en Inde fait des découvertes qui sont juste extraordinaires et qui m'ont permis vraiment de trouver les outils. Parce que c'est vrai qu'on est dans une culture où de toute façon, on a des partitions, donc part de l'écrit. Donc c'est vrai que si on fait un apprentissage où les gamins sont à 100% dans le ressenti, parce qu'il y a des méthodes
qui font ça. Mais quand ils sont déconnectés de l'écrit, forcément, ils vont pas pouvoir fonctionner à partir d'une partition. Alors que, comme nous on le fait, quand on est à 100% dans l'écrit, dans une approche théorique, le problème c'est que on n'est pas connecté au ressenti. Et donc, j'ai en fait été puisé dans les deux systèmes, et c'est en allant en Inde, où j'ai pu pratiquer donc une pédagogie que je vais vous présenter tout à l'heure, que j'ai vraiment pu trouver les clés pour faire le pont entre les deux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non. Ok. Delphine, rapidement, est-ce que toi, spécifiquement, tu as des questions sur l'enseignement, sur l'apprentissage du rythme? Alors, oui, je te remercie, Alain, ça m'interpelle beaucoup parce que justement, moi, je fais beaucoup travailler le rythme. Comme tu le sais, j'ai des élèves qui sont en cycle normal au sein d'un conservatoire, mais également en situation de handicap. Oui. Et je travaille beaucoup le rythme avec le corps, avec ces élèves en situation de handicap, du moins pour qu'ils arrivent à maîtriser déjà qu'ils ont un corps, notamment chez les autistes. Et du coup, pendant la séance de musique, on travaille beaucoup sur le corporel et je m'aperçois que quand je leur mets des outils de percussion dans les mains, et on leur dit souvent: «Non, n'y touche pas, c'est pour le cours de formation musicale, ne le fais pas». En fait, je ne dis pas ça, je dis vraiment: «S'il a envie de jouer avec les instruments à percussion aujourd'hui, allons-y». Je trouve qu'effectivement, c'est une bonne chose et on découvre plein de dynamiques à ce propos. Moi, je travaille beaucoup avec le corporel et c'est marrant parce que moi, j'ai fait de la danse aussi, les danses de salon. Donc tout ce qui est valse, tango, rock'n'roll, boogie, j'étais assez experte là-dedans. J'ai même été membre du jury dans un concours de danse. J'avais 20 ans. Donc tu vois? Excellent. Oui. Génial. Et du coup, je mettais en application dans mes cours en tant qu'enseignante ce que moi j'apprenais en danse de salon et je le mets encore en application et ça m'est même arrivé d'enseigner la valse aux élèves de danse classique pour comprendre cette idée de temps fort, de valse à 3 temps et ce n'est pas forcément une mesure, binaire ou ternaire. Voilà, c'est un ressenti, corporel et la danse et la percussion, c'est hyper complémentaire et c'est ce qui nous manque dans notre enseignement, oui, dans notre formation d'enseignants et surtout dans notre formation classique de conservatoire. Et moi, je suis pour ça. Je suis pour vraiment cette transversalité, danse, percussion, rythme et tout ça. Ça nous manque. Donc vraiment, Ouais. souligne tes recherches parce que c'est vraiment chouette. Cool. Mais oui, tu as tout à fait raison de souligner ça parce que bon, dans les éléments que je vais vous faire découvrir, justement, la raison pour laquelle notre oreille n'est pas équipée pour percevoir le rythme, l'idée, c'est de vraiment comprendre pourquoi et où est l'intérêt et l'importance justement de proposer un enseignement où on installe les élèves dans le ressenti. Et c'est vrai que quand on parle du ressenti, forcément, le corps, c'est voilà, on est vraiment au cœur des sensations rythmiques. Donc il faut qu'on le vive avec le corps, quoi. Donc oui, quand on est bon, Lorena, c'est pareil. Vous sortez d'une culture argentine où le rythme, voilà, ça fait partie du quotidien. Et toi, Delphine, tu as fait de la danse, donc forcément, voilà, tous les deux, vous savez, et puis bon, on sait de quoi on parle parce que c'est le rythme, c'est quelque chose. C'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans les jambes, c'est dans les tripes, quoi. Donc ça, c'est. Est-ce que tu as une question spécifique, Delphine, ou pas? Non, pas spécialement. D'accord, ok, bon. En sachant que dans les neurosciences, tu as dû voir ça, qu'on apprend toujours mieux en bougeant aussi. Oui. Donc, et c'est la raison pour laquelle rester assis pendant 1 heure, notamment pour des jeunes, n'est pas du tout, même plus, pendant 6 heures, n'est pas du tout. Oui. Étonnamment, le cerveau, le corps, c'est un tout et c'est en bougeant qu'on apprend le mieux. Donc, les percussions, on doit également danser en même temps. Enfin, voilà. C'est un rythme vivant et c'est un tout. Exact. Alors, donc,
on va avancer un peu. Donc, en tout cas, merci Delphine pour ton intervention, c'est super intéressant. C'est même important. J'ai dit que l'oreille n'est pas du tout équipée pour percevoir le rythme. Et donc, du coup, on peut se poser la question, ça veut dire que pour nous, les musiciens, l'oreille nous a été livrée avec une erreur de fabrication. On aurait pensé ça. Mais en fait, c'est pas le cas. Donc, ce qu'on va faire rapidement une petite visite guidée justement de notre système auditif pour voir exactement comment ça fonctionne. Alors, je repars sur mes slides, petit partage d'écran, et voilà. Voici donc notre système auditif. Alors, il y a plusieurs parties là-dedans. Il y a ici cette partie-là qu'on va appeler l'oreille externe, l'oreille moyenne ici, et là on va avoir l'oreille profonde. Alors, dans l'oreille externe, j'espère que ça marche, on va avoir ici le pavillon, voilà. On va avoir ici le conduit, et ensuite ici on va avoir le tympan. Le tympan qui va donc faire la jonction entre l'oreille externe et l'oreille interne. Alors ici, dans l'oreille interne, on a une petite chambre qui est remplie d'air dans laquelle on va avoir une chaîne de 3 petits os qu'on appelle les osselets avec ici, donc ça c'est les osselets, avec le marteau, l'enclume et l'étrier. Et l'étrier qui est relié ici, qui va faire le lien avec l'oreille profonde dans lequel on a ici un petit organe, pour faire simple, qui s'appelle le cochlée et qui a une fonction extrêmement précise. Et ce cochlée, il va être relié par, ici, le nerf auditif vers notre cerveau. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un son qui arrive dans notre oreille? Alors, pour savoir maintenant comment, en fait, ça fonctionne, il est important de comprendre qu'est-ce qu'un son. Donc, on va reprendre quelques notions de base de nos cours de physique. Alors, un son, comme vous le savez, c'est un phénomène vibratoire. Voilà. Si je prends par exemple une guitare et je pince la corde, eh bien la corde va vibrer. Et cette vibration va créer une onde sonore qui va se propager tout autour, exactement comme par exemple l'impact d'une pierre qu'on fait tomber, qu'on jette dans l'eau, et qui va créer des petites ondes, des petites vaguelettes tout autour. Voilà. C'est exactement ce qui se passe avec une onde sonore. Et cette onde sonore, eh bien, quand elle va se propager, elle va entrer dans notre conduit auditif externe, et puis il va finir par heurter le tympan. Notre tympan, il va commencer à vibrer sous l'effet des petites pressions répétées exercées par l'onde, justement. Et ensuite, comme le tympan, il est relié à la chaîne des osselets, eh ben, cette chaîne des osselets va également se mettre à vibrer, mais en plus, parce que c'est son rôle, en plus, elle va amplifier ce signal. Donc, elle va vibrer davantage plus fort. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, donc on a la chaîne des osselets où il y a le marteau, l'enclume et l'étrier qui est donc relié donc au cochlée. En fait, donc ce signal, qui est un signal mécanique parce que ça bouge dans tous les sens, va donc arriver dans notre cochlée. Et c'est là où ce signal va être transformé en activité électrique. Okay? Et c'est là que les neurones vont entrer en action pour transporter justement cette activité électrique via le nerf auditif vers le cerveau et plus précisément vers une zone qu'on appelle le cortex auditif. Voilà. Et c'est là que ce signal va être interprété et c'est à ce moment-là qu'on va entendre le son. OK? Ça, c'est donc comment se passe le processus d'un traitement d'une information sonore. Vous savez qu'un son a plusieurs caractéristiques. Un son peut avoir une hauteur, une durée, une intensité ou un volume et un timbre. Et d'un point de vue purement physique, qu'est-ce qui détermine la hauteur du son? C'est la fréquence, c'est-à-dire le nombre de vibrations par seconde. OK? Je pense que ça, c'est clair. Donc, plus ça vibre vite, plus le son est aigu, moins il y a de vibrations, plus c'est grave. Ça, c'est pour ce qui est de la hauteur du son. Maintenant, pour ce qui est non pas de la durée, mais du volume du son, l'intensité, en fait, ce qui va déterminer l'intensité du son, c'est l'amplitude. C'est-à-dire que
on a une certaine vibration, le son vibre à une certaine vitesse, donc il y a un certain nombre de vibrations, et on peut avoir exactement la même chose, même vitesse, mais avec une amplitude, vers le haut ou vers le bas, qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus importante. Donc ça va être un son qui est beaucoup plus fort. Toujours la même hauteur, si c'est même vitesse, mais petite amplitude, on va avoir le même son, mais beaucoup moins fort. Donc ça, c'est de la physique. Et quand, justement, quand un son arrive donc dans l'oreille externe et va toucher le tympan, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sous l'effet donc sous l'effet des petites pressions répétées, le tympan va commencer à vibrer. OK? Mais il va se mettre à vibrer à la même vitesse, donc même nombre de vibrations que le son. OK? Ce qui veut dire que l'information de la hauteur du son, elle fait partie et ça c'est important, elle fait partie de du signal entrant, du signal premier qui entre dans l'oreille. Donc l'information de la hauteur du son, elle fait partie intégrante de l'information qui rentre en premier dans l'oreille. Parce que c'est mécanique. Nombre de vibrations par seconde, le tympan se met à vibrer, derrière les petits osselets commencent à vibrer aussi, ils amplifient le signal et bim, l'information est envoyée au cerveau. Pareil, pour le volume du son. Ce qui détermine le volume du son, comme on l'a vu, c'est l'amplitude de l'onde. Donc forcément, quand cette onde arrive dans l'oreille, ben, si le son est fort, forcément le tympan, il va commencer aussi donc, à vibrer à une certaine vitesse selon la hauteur du son, mais selon le volume du son, voilà, l'intensité de la vibration va être plus importante. Et là aussi, ça va être transmis par les petits osselets. Le cochlée transforme ça en activité électrique et bim, ça part au cerveau et c'est traité par le cortex auditif. Donc, l'amplitude, le volume et la hauteur du son, ça fait partie intégrante du signal premier qui rentre ici. C'est purement mécanique dans l'oreille. OK? Et donc, cette information est traitée et disponible immédiatement, ce qui n'est absolument pas le cas pour justement le rythme. Parce que pour percevoir le rythme, parce que c'est beaucoup plus complexe, pour percevoir le rythme, en fait, ce qu'il faut, c'est d'abord être capable d'identifier les battements. Donc les battements, les pulsations, il faut les identifier. Et après, il y a encore autre chose qu'il faut identifier, c'est en fait la durée exacte qu'il y a entre deux battements. Donc le cerveau, incertainement, il doit donc la reconnaître, la mémoriser, il doit l'identifier et la mémoriser parce que ça va devenir une durée de référence pour justement, quand il y a d'autres sons qui arrivent, pour dire, tiens, voilà, ce son-là, il est 2 fois plus long, 2 fois plus court, même durée, etc. Et ça c'est une tâche que notre système auditif ne peut pas faire tout simplement parce qu'il n'est pas équipé pour. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a donc une série de sons qui arrivent à la queue leu dans l'oreille. Et comme je l'ai dit, voilà, dans le signal premier qui rentre et qui va frapper donc sur le tympan et qui va être transmis, eh ben, la hauteur du son et le volume du son, eh ben, voilà, c'est mécanique, comme je le dis. C'est une information qui va être traitée tout de suite par notre système auditif. En revanche, le rythme, comme je l'ai dit, l'oreille, il sait pas faire. Donc l'oreille, il dit, écoute, c'est très bien, je veux bien récupérer, je veux bien réceptionner les informations, donc les informations rythmiques, mais je suis pas équipé pour les traiter. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il réceptionne et derrière, plips, ça va être envoyé vers d'autres zones du cerveau où justement d'autres zones du cerveau qui vont prendre en charge ce qu'on appelle les fonctions sensorimotrices. Parce que le rythme, ce n'est pas quelque chose qu'on entend, mais c'est quelque chose qui se ressent. Et c'est pour cette raison, justement, que c'est hyper important et que c'est même indispensable de proposer à vos élèves un apprentissage dans lequel ils vont travailler et découvrir le rythme en étant, non pas dans la théorie, mais en étant à 100% dans le ressenti, de telle façon que, voilà, quand on travaille le rythme, on puisse
pleinement impliquer justement les fonctions sensorimotrices. C'est pour ça, par exemple, que pour travailler le rythme, il y a beaucoup de profs qui utilisent le métronome et ça fonctionne pas pour les élèves. D'abord parce que il y a deux raisons à ça. D'abord parce que le métronome, il est d'une précision, mais de dingue. Ce qui fait que, en fait, quand on fait travailler avec le métronome, on impose aux élèves d'avoir déjà une maîtrise parfaite du rythme et de la régularité avant même de leur avoir donné la possibilité de le travailler. Donc c'est un peu comme si moi je pars en voiture de Paris jusqu'à Bruxelles et donc j'ai quelqu'un avec moi que je dois conduire là-bas et au moment où je rentre dans ma voiture, il me gronde, voilà, il n'est pas content parce qu'il dit t'aurais déjà dû être à Paris. Donc il râle parce qu'il n'est pas encore à Bruxelles, pardon. Il râle, mais voilà, on vient à peine de rentrer dans la voiture, donc il m'a même pas laissé la possibilité de faire les 300 kilomètres qui séparent Paris à Bruxelles. Ouais. Donc c'est aberrant. Donc quand on fait travailler le métronome est tellement précis que voilà, donc ça exige des élèves d'être déjà parfaitement parfaits, avant même d'avoir eu la possibilité, comme j'ai dit, d'apprendre à le devenir très progressivement. Et deuxième élément, c'est qu'un métronome, c'est un signal auditif. Ok ? C'est un signal auditif, donc forcément, il ne va pas venir stimuler les fonctions sensorimotrices. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Delphine, quand tu as parlé de la danse, hyper important. Tu as parlé des percussions, hyper important. On est dans le ressenti. C'est-à-dire que là, on va travailler sur, on va impliquer, on va connecter justement les fonctions sensorimotrices. Ça, c'est super important. C'est pour ça, par exemple, quand moi, tout à l'heure, je disais que quand je fais quand mes élèves travaillent des morceaux, au début, pour les booster, je chante avec eux ou je fais du 4 mains, mais je le fais d'une façon extrêmement vivante. Voilà, ça pulse à mort. Et c'est vrai que ça booste parce qu'on implique à chaque fois, on va aller titiller justement les fonctions sensorimotrices. Et si ça, c'est pas impliqué, forcément, ça ne marchera pas. Si on reste dans la théorie, oui, on a une compréhension théorique du rythme. Et les gamins, ils vont avoir 20 sur 20 sur leur contrôle, sur l'examen en solfège. Quand on leur dit, voilà, une croche c'est quoi, une noire c'est quoi, et puis on va mettre quelques combinaisons, ils vont dire, ok, oui, super, ça, ok, c'est 4 doubles croches, une double croche c'est la quart d'un noir, etc. Ils ont 20 sur 20, mais ils ont fait du maths, on n'a pas fait du rythme. Si on veut travailler du rythme, il faut qu'on les installe dans le ressenti. Ok, ça c'est important. Et voilà, le fait que, et ça c'est vraiment un élément clé, c'est que le rythme en tant qu'information n'est pas traité par notre système auditif. Donc, si on n'implique pas les fonctions sensorimotrices, le cerveau, il va rien enregistrer. Parce qu'on va, en fait, on va faire appel. C'est, par exemple, si j'ai deux petits bouts de bois et deux petits bouts de bois qu'il faut coller ensemble. Et je vous donne d'un côté un petit bâtonnet comme ça de colle de papier, ou d'un autre côté un tube de colle à bois. Si je vous donne uniquement le petit tube de colle à papier, vous avez beau vider tout le tube sur les deux bouts de bois et les coller ensemble, même avec des serre-joints, ça ne marchera pas. Tout simplement parce que ce n'est pas la bonne colle. En musique, donc pour l'apprentissage du rythme, c'est exactement la même chose. Donc il y a certaines zones si on veut vraiment coller entre guillemets le rythme dans le cerveau, pour que quand on voit par exemple des doubles croches ou des croches et que les gamins, quand en voyant des doubles croches noires, ils font tagadagada, c'est-à-dire que l'information que nous envoie le cerveau, c'est la bonne, c'est-à-dire la sensation rythmique, tagadagada. Donc pour entre guillemets, coller cette information dans le cerveau pour qu'elle soit disponible à chaque fois qu'il en a besoin, il faut utiliser la bonne colle, comme les petits bouts de bois. Et pour utiliser, entre guillemets, la bonne colle dans notre cerveau, en fait, il faut justement donc impliquer
les bonnes zones dans le cerveau qui vont justement, eux, enregistrer ces informations. Et là, et j'insiste dessus, là, c'est pas notre système auditif qui fait ça. Le rythme, c'est à 100% notre système et nos fonctions sensorimotrices. Donc, hyper important de faire un travail où justement le corps est impliqué à 100%. Excuse-moi, je peux te poser une question? Bien sûr. Du coup, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et comment on a fait? Parce que nous tous, nous quatre, je pense, nous avons fait des formations dans des conservatoires, donc des formations avec un système classique qui n'a pas tenu forcément compte de cette approche à partir de la perception corporelle du rythme. C'est-à-dire, nous avons fait un apprentissage du rythme à l'ancienne. En tout cas, pour ce qui me concerne, hein. Là, c'est cours de solfège classique, voilà, avec le machin, tu vois, en disant les notes et puis dictée rythmique et tout ce que tu disais au début. Et pour nous, alors, comment ça s'est passé cet apprentissage? On l'a fait, on a réussi alors à apprendre le rythme à force de rabâcher, à force de répéter quelque chose et à force, c'est quand même rentrer dans la tête. Ou, tu vois, je veux dire, comment ça se passe pour quelqu'un qui n'a pas accès à cette approche-là? Pour répondre à Lorena, moi, je n'ai pas fait conservatoire. Donc, du coup, le rythme, je l'ai appris un peu comme Alain vient de le décrire, à la dure, en tant qu'autodidacte, c'est-à-dire qu'il a fallu vraiment métronome et paf, voilà, avec tout ce qu'on connaît comme technique pour avancer du plus bas au plus haut. Mais c'est vrai que justement, l'approche d'Alain me paraît beaucoup plus pertinente. Et c'est à force de répétition que j'ai appris à gérer le rythme, personnellement en tout cas. D'accord, ok. Pour donner un complément de réponse, en fait, ce qu'il faut savoir, tout à l'heure, j'ai dit, c'est vrai que, bon, moi, j'ai commencé à faire mes premiers concerts à l'âge d'11 ans. J'ai eu mes diplômes et forcément, quand j'étais face à une partition, je faisais pas d'erreur. Voilà, quand il y avait des doubles croches, je jouais des vrais doubles croches. C'était en place. C'était super bien en place même. Sauf que quand j'ai commencé à me lancer, donc il n'y avait pas de souci. Ça allait super bien. Sauf que quand j'ai commencé à faire ma formation de danse contemporaine et quand je me suis lancé dans justement les percus africaines, c'est après 2 ans de pratique de ces 2 disciplines que, en fait, ma maîtrise du rythme et ma perception du rythme est passée dans quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que c'était plus du tout cérébral, c'était vraiment vécu avec tout le corps. Mais quand je suis sorti de ma formation classique, et après avoir fait énormément de concerts, sans jamais avoir fait de faute au niveau du rythme, forcément, je n'avais pas de manque. J'avais pas du style, attends, je maîtrise pas le rythme. Si, je maîtrisais parfaitement le rythme, mais ce n'était pas vécu donc de la même façon. Et j'ai dû passer par ces 2 ans de travail, puis après j'ai continué de percus africaine et de danse pour élargir ma perception du rythme au point où vraiment je pouvais la vivre, mais pleinement, avec le corps. Et moi j'ai vu des pianistes, et un pianiste en particulier, qui est, je donnerai pas le nom parce que c'est quelqu'un un très grand pianiste et chef d'orchestre français qui était prof là où l'école que je fréquentais. Et j'avais une de mes amies qui était étudiante, qui était son élève, qui le jour de son mariage, elle avait invité son prof, au mariage. Et comme c'est l'habitude en Belgique, une fois que le repas est fait, et on ouvre le bal et le bal s'ouvre toujours avec le couple qui commence à danser et puis après ils vont chercher, vont inviter chacun, inviter par exemple des parents et puis comme ça après ils sont à 4 sur le dance floor, sur la piste et puis ensuite après les 4 vont chercher un autre partenaire et en 5 minutes tout le monde est sur la piste de danse. Et en Belgique on commence toujours avec un truc un peu hum papa. Voilà, c'est un truc où il faut tout simplement marcher.
Pom, tadidli, tom, potom, padom, tadli, voilà, c'est un peu pompier, quoi. Et à un certain moment, donc cette élève, elle va chercher son prof pour danser. Et ce type-là, c'est un type, quand il travaille un morceau, il s'installe dans son fauteuil, il prend une partition, il la regarde, il la mémorise, il ferme la partition, il s'installe au piano et il la joue. Bon, c'est un phénomène, ce mec-là. Cet ami, donc mon ami, va chercher son prof, l'invite à danser, et là, moi, j'ai un choc. Parce que le mec était infoutu de marcher en rythme. Juste sur un truc binaire, quoi. Boum, 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 boum. Impossible. Et là, j'ai pas compris. Et ça, c'était juste avant de me lancer dans ma formation, justement, de danse contemporaine et de percu. Et c'est après ces 2 ans que j'ai eu vraiment une réponse à ce que j'avais observé là-bas et qui m'avait complètement semblé hallucinant. C'est-à-dire qu'un mec qui maîtrise autant le rythme, il est infoutu de marcher juste sur un rythme de base binaire, quoi. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il ne maîtrise pas le rythme? Non. C'est-à-dire que le corps, voilà, c'est pas parce que tu le maîtrises, parce que voilà, on travaille depuis tout petit, on a des schémas donc dans les doigts et dans la tête. Donc quand on voit des doubles croches, ça fonctionne, ça se passe au niveau des doigts. Mais l'exprimer avec le rythme, avec le corps, par exemple, c'est autre chose. Et si on n'intègre pas ça dans l'apprentissage, forcément, on peut arriver, parce que voilà, jusqu'à présent, tous nos musiciens qui ont été formés ici sur notre système occidental, ils font pas d'erreur sur le rythme, sinon il y aura plein de chefs d'orchestre qui seraient complètement dépités en disant attends, virez-moi tout ce monde là. Mais non, c'est juste que moi ça m'a ouvert quelque chose. À partir du moment où j'ai vraiment pu sentir le rythme et vivre le rythme avec le corps, ça m'a vraiment amené beaucoup plus loin. Et c'est vrai qu'après, je suis parti dans le jazz, et c'est clair que, voilà, après, le rythme devient un terrain de jeu où il y a nos limites, quoi, parce qu'on le vit pleinement. C'est-à-dire la maîtrise du rythme, on l'amène vraiment à un tout autre niveau, et ça ouvre vraiment des horizons. Mais c'est pas parce que, voilà, un musicien qui a fait une formation classique, voilà, donc traditionnelle, forcément, oui, il joue des doubles croches, des croches exactement correctement, mais moi, j'ai par exemple je me souviens d'une élève qui a exactement le même âge que moi. Bon, c'est une nana qui est ingénieure, mais qui a fait le piano autant que moi. C'est-à-dire qu'elle a commencé vraiment très jeune. Donc, elle avait un super niveau, sauf que c'était pas son métier. Et elle jouait des morceaux, mais vraiment des super morceaux classiques, mais de dingue. Et elle rêvait depuis très longtemps de passer sur du jazz. Et bon, elle était incapable d'improviser parce que c'était pas son truc, elle n'y arrivait pas. Donc, on a commencé à travailler sur des partitions de jazz où forcément, la musique est écrite en binaire, mais il faut le jouer en ternaire. C'est-à-dire qu'il faut faire swinger. Donc, au lieu de faire ta ti 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 ta ti ka ta, on fait tum kadum 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 kadum. Donc, la combinaison de croches, ça devient en fait, au lieu d'avoir donc un demi-temps, on fait 2 tiers, 1 tiers. C'est comme si en noir de triolet, une croche de triolet. Donc ça, c'est donc quand on joue du jazz, c'est le fameux rythme swing. Donc c'est tom kadum kadum tari tadam. Au lieu de ta 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 ta, rythme binaire, rythme ternaire. Ok? J'ai travaillé ça avec elle parce que ça faisait des années qu'elle rêvait de faire ça. Et on a travaillé des morceaux pourtant pas compliqués. Mais elle était infoutue, elle a jamais réussi à intégrer ces rythmes-là. Parce qu'elle était trop formatée sur quelque chose d'extrêmement binaire, et puis elle n'arrivait pas à se libérer, à sentir le truc. Donc c'est vrai que si on fait vraiment un travail où dès le départ, comme je l'ai expliqué, on implique à 100% les fonctions sensorimotrices, on ouvre vraiment quelque chose. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder à d'autres niveaux de maîtrise du rythme, qui n'est pas juste dans la tête, mais vraiment complètement vécu avec le corps.
Ça, c'est super important. Mais ça, c'est un problème que toi, personnellement, tu n'as pas, Lorena. Parce que tu viens d'une culture où, justement, tu as été baigné dedans, dans le rythme. Comme Obélix qui est tombé est tombé dedans. Donc, forcément, tu n'as pas cette expérience-là. Mais moi, je l'ai eu. Moi, je l'ai eu parce que j'ai eu une formation classique. Et donc, j'ai vu la différence. Ça répond à ta question? Oui, tout à fait. Merci. Compris. Alors, l'idée, c'est quoi? Maintenant, avec tout ce qu'on a vu, l'objectif, c'est quoi? C'est que quand on va travailler, quand on va apprendre le rythme, c'est de faire en sorte que le cerveau de nos petits élèves ne soit plus simplement une boîte dans laquelle on va donc stocker des informations théoriques. Non, le but, c'est de transformer le cerveau en une véritable boîte à rythme. OK? Qui, quand on leur fournit une petite information rythmique, derrière, ça déclenche tout de suite le tagadagam, tic-tac-tom. OK? C'est-à-dire qu'il y a un vrai reformatage du cerveau à faire, parce que notre cerveau, il est formaté d'une façon bien précise, parce que tout notre apprentissage, que ce soit pour les maths, pour la géo, pour l'histoire, peu importe, tout cet apprentissage est basé sur, on part de l'écrit, on emmagasine de l'écrit, tout le temps, ok? Donc notre cerveau, il fonctionne d'une certaine façon, et quand justement on essaye et c'est pour ça que c'est pas évident, quand on essaye de s'installer dans un travail, bon, imaginons, vous êtes à 100% sur un travail corporel, on est dans le ressenti, on n'est plus dans la théorie, les gamins n'y arrivent pas forcément parce qu'il y a un phénomène qui est très important, c'est que, et je vais faire un petit test, je vais vous soumettre un petit test, vous allez tout de suite comprendre, c'est que on ne maîtrise pas la façon dont le cerveau fonctionne, parce qu'il fait sa vie tout seul. Voilà, il ne demande pas notre avis. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, et je vais repartir sur un partage d'écran, quand je parle de transformer le cerveau de nos petits élèves en véritable boîte à rythme, une boîte à rythme hyper performante et vivante, en fait, le but, c'est quoi? C'est que quand ils voient ça, aujourd'hui, quand on leur présente ça, l'information que le cerveau va nous donner tout de suite, c'est 2 croches et une noire. Donc, 2 croches, une croche et un demi-temps. C'est un demi-temps, donc les 2 croches, ça fait un temps. Ça fait 2 temps. Donc, l'information que va donner le cerveau, c'est une information purement théorique. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que quand on voit ça, c'est qu'instantanément, donc quand les élèves voient ça, instantanément, leur cerveau leur envoie une information qui n'est pas théorique, mais qui est ta-ta-ta, ta-ta-ta. Donc une information qui intègre à la fois la pulsation et justement la division de la pulsation, là, en 2 croches. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Donc l'idée, c'est de faire un travail qui va faire en sorte que c'est ça l'information qui arrive, et plus du tout une information théorique. Quand ils voient ça, c'est plus du tout, tiens, c'est 4 doubles croches, une double croche, c'est un quart de temps, et puis il y a une noire, donc en tout, ça fait 2 temps. C'est plus du tout ça qu'on veut qui arrive comme information, mais l'information qui doit arriver, c'est de nouveau sensation de pulsation et tagadagadam, tagadagadam. Ouais. Et ça, c'est l'objectif. Et donc, pour bien comprendre comment notre cerveau fonctionne, parce que enfin, il mène sa vie, je voudrais vous soumettre un petit test qui s'appelle le test de Stroop. Et monsieur Stroop, donc John Ridley Stroop, c'est le monsieur que vous voyez à gauche, voilà, c'est un psychologue américain qui a vécu de 1897 à 1973. Et en 1935, il a établi un test que je suis sûr que vous connaissez, parce que c'est celui-là. Alors, je pense que vous connaissez. Si je vous demande de lire tout simplement les mots, essayez de lire les mots. Allez-y, juste les mots. Lisez à voix haute. Jaune, noir, rouge, vert, bleu, rouge, jaune. Ok, très bien. Comment ça fonctionne? Comment ça marche si je vous demande de faire ça? Bien. Ça marche?
Pas de problème ou ça pose problème? Non. Pas de problème. OK. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, pour chacun des mots, non plus lire le mot, mais tout simplement dire la couleur. Donc là, c'est écrit en bleu, vous dites bleu. Là c'est écrit en vert, donc vous dites vert. Donc, essayez de faire ça, mais sans trop réfléchir. Foncez dans le tas et allez-y. Comment ça fonctionne? Moins bien. Pourquoi moins bien? Ça galère pas mal quand même. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On doit réfléchir. Oui, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les cerveaux, la première information, c'est-à-dire que sans que, si vous n'intervenez pas au niveau de la réflexion, si vous laissez venir, en fait, c'est pas la bonne. Moi, je vous ai demandé de donner la couleur, ok? Mais en fait, le cerveau, il va vous envoyer spontanément, il va vous envoyer plutôt le mot, ouais. Donc, je voulais juste vous soumettre à cette petite expérience pour que vous compreniez bien que il y a une différence entre l'information que vous voulez recevoir et l'information qui est envoyée par le cerveau. Parce que ça se fait en dehors de votre contrôle. Vous comprenez où je voulais en venir? Oui. C'est-à-dire que, pour revenir sur cette notion de boîte à rythme, de transformer le cerveau en boîte à rythme, ce qui m'intéresse, c'est que quand il voit, par exemple, une combinaison écrite, parce que chez nous, on est sur l'écrit, donc c'est notre point de départ, le cerveau doit nous renvoyer, si c'est deux croches noires, doit nous envoyer tac-tam, tac-tam. Donc l'information qui vient, c'est sensation de pulsation avec tac-tam, tac-tam. Ou pour les 4 doubles croches noires, c'est tagadagdam, tagadagdam. Ouais. Donc il faut qu'on fasse un travail où justement, et c'est un gros travail de reformatage pour justement faire en sorte que c'est cette information qui est dans le ressenti que le cerveau nous renvoie et plus du tout l'information théorique. Et c'est un gros travail de fond parce que notre cerveau n'est pas du tout formaté pour ça. Il n'a pas l'habitude. Donc c'est pour ça que quand on travaille justement sur le rythme, outre le fait que voilà, comme j'ai expliqué, que le rythme, c'est pas le système auditif qui prend ça en charge, mais en fait toutes les parties du cerveau qui vont gérer les fonctions sensorimotrices. Donc ça, c'est une première information. Mais après, c'est vrai que notre cerveau est conditionné depuis tout petit à stocker des informations théoriques et à chaque fois fournir des informations théoriques. Et forcément, la façon dont on enseigne le rythme, forcément, ça va consolider justement davantage cette fonctionnalité du cerveau. Je peux poser une question? Bien sûr, Cédric. Par rapport à ça, comment est-ce que du coup on peut gérer la régularité du tempo? Ça, c'est autre chose. La régularité du tempo et le rythme, c'est deux choses qu'il faut dissocier. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, quand je fais travailler mes élèves, c'est une excellente question en tout cas. Moi, quand je fais travailler mes élèves sur des morceaux, bon, il y a énormément de choses à gérer. C'est-à-dire que bon, il y a déjà ce qui doit être joué par la main droite, ce qui doit être joué par la main gauche. Il y a ce qui se passe sur un plan mélodique, il y a ce qui se passe sur un plan rythmique. Donc, ça fait pas mal d'informations à gérer. Donc, dans un premier temps, on construit la synchro main droite, main gauche, mais sans imposer un tempo. Parce que sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant du métronome, ça oblige à être parfait tout de suite. Donc, par exemple, mes élèves, quand ils commencent à jouer les morceaux, déjà, au niveau du piano, on va faire un travail de déchiffrage vertical. Okay, sur le premier temps, il y a la main droite qui fait telle note et la main gauche qui fait telle note. Ok, on le fait ensemble, bing. Ok, on le fait pas séparément. On prépare mentalement, on disait ok, ah oui, et on prépare le doigt, ça c'est telle note et ça c'est telle note. Et une fois que les bons doigts sont préparés sur les bonnes notes,
on joue en même temps. Donc, le geste, c'est en même temps. Ensuite, après, sur le deuxième temps, ok, la main droite fait telle note. Ok, j'y vais, bim. Ensuite, sur le temps suivant, ok, c'est de nouveau les deux mains qui font un truc ensemble. Main droite, c'est un sol, la main gauche, c'est telle note. Ok, j'y suis, bim. C'est-à-dire qu'on va décortiquer le mouvement, mais toujours en étant en ayant la synchro main droite, main gauche en même temps. On fait fonctionner les deux mains en même temps. Et c'est-à-dire qu'on va petit à petit donc mémoriser et puis automatiser par la répétition cette gestuelle. Mais sans pour autant dire, ok, là, il faut déjà t'installer sur un tempo régulier. Parce que du coup, ça fait encore une difficulté supplémentaire à gérer. C'est-à-dire que après, une fois que cette gestuelle, voilà, cet automatisme, donc les doigts, les notes, etc., commence à se mettre en place, petit à petit, je dis, ok, maintenant que ça commence à être fluide, que tu as moins besoin de réfléchir pour faire ça, on va commencer à installer ça, on va commencer à structurer ça. Et c'est vrai que moi, quand par exemple, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je fais beaucoup du quatre mains, où je chante en même temps, histoire de les pulser au niveau du tempo, au niveau du rythme. Mais dans un premier temps, quand par exemple les élèves jouent kong, king, tung, kung, pong, que tong, pom, pom, souvent il y a des gens qui disent, qui pensent qu'ils ont un problème de rythme et quand un examen, quand un gamin à l'examen ou l'audition joue un morceau et qui n'est pas en place au niveau du rythme, souvent, on pense, ok, il a un problème de rythme, mais la plupart du temps, il n'a pas un problème de rythme. Il est juste hésitant sur le déplacement où il sait plus. Voilà. Donc du coup, il perd du temps parce qu'il hésite. Attends, c'est quoi le doigt C'est quoi la note vers où c'est quoi le déplacement? Et forcément, le temps que le cerveau trouve l'information, ah ouais, c'est telle note. Forcément, il est décalé par rapport au temps. Donc, dans un premier temps, je n'impose pas de structure rigide et précise au niveau du temps, mais ce que je fais, c'est que quand, par exemple, je chantonne ou j'accompagne en même temps, je suis élastique, c'est-à-dire que tang, king, kang, kong, kang. Quand je sens qu'à un certain moment, le gamin hésite parce qu'il a un doute sur le doigt ou le doigt ne se place pas tout de suite, ben, moi je m'adapte, je suis un peu élastique. Ce qui fait qu'au moment où il joue la note, moi, je pose l'accord qui tombe sur le temps, ce qui fait que lui, il va avoir vraiment l'impression que, ok, je suis calé, voilà, je tombe sur un battement. Mais moi, pour le moment, je l'adapte. Et à force de répétition, petit à petit, ça va fluidifier et automatiser donc l'enchaînement qui doit jouer. Et petit à petit, je peux être de plus en plus précis sur la régularité. Et donc, je fais ça très progressivement. Mais je laisse à l'élève la possibilité, justement, de jouer et de gérer l'ensemble qu'il doit gérer. Voilà. Parce que si, encore une fois, si dès le départ, j'impose un tempo régulier, ou voilà, qui est immuable, c'est hyper compliqué. Donc, je laisse un peu de marge de manœuvre, suffisamment de marge de manœuvre, et je suis. Donc, moi, je mets mon accompagnement. Si l'élève est un peu en retard, ok, je suis, mais à chaque fois, il va avoir l'impression qu'il joue sur un accompagnement qui le porte. Et à force de répétition, voilà, ça se cale, et puis incertainement, il est en place. Donc, la régularité, c'est vraiment la dernière chose que je travaille. Donc, et c'est vrai que le métronome, par exemple, c'est un outil pour travailler le rythme, c'est pas le bon truc. Par contre, une fois que le rythme est maîtrisé, pour travailler la régularité, c'est top. Voilà. Et là, je parle vraiment pour des élèves débutants. C'est vrai que bon, voilà, moi, j'ai l'habitude de bosser avec le métronome, etc. Mais quelqu'un qui débute, en fait, sinon, ça fait beaucoup trop d'éléments et de tâches à gérer en même temps. Et il vaut mieux une tâche, et puis une fois qu'elle est maîtrisée, ok, on rajoute une autre tâche. Et comme ça, on empile. Et petit à petit, parce que sinon, on est submergé, on n'y arrive pas. Ça répond à votre question, Cédric? Oui, tout à fait. Merci. Voilà. Donc, on a été où? J'avais dit quoi? On avait fait le test, c'est ça, hein? Oui, donc on avait fait le test et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que justement le cerveau
enclenche et envoie la bonne information rythmique. Alors, comment faire? Tout à l'heure, on a parlé de la façon dont dans notre système, dans notre culture, la musique est enseignée. Donc, on est dans le rythme, dans la théorie, pardon, à 100%, puisqu'on est sur une culture écrite. L'avantage de ce système, parce qu'il y a des avantages, c'est que forcément, on a une parfaite compréhension de la partition. On a une compréhension théorique. Ça, c'est important. Quelqu'un qui, par exemple, qui en Afrique ou en Asie, des gens qui travaillent les percus avec en se basant sur une tradition orale, avec un apprentissage sur une tradition orale, forcément, ils vont être super bons en rythme, mais quand on leur met une partition devant les yeux, tiens, joue-moi des croches, ils savent pas ce que c'est. Donc forcément, dans leur culture, dans leur contexte, ça pose aucun problème parce que la musique est vécue différemment. Dans notre culture musicale où on part de l'écrit, forcément, si on n'a pas l'écrit, si on n'a pas la compréhension de l'écrit, on n'y arrive pas. Donc, on a deux systèmes. On a donc un système où on est sur une tradition écrite, et l'autre système sur une tradition orale. Et forcément, il y a des avantages dans l'un et l'autre. Et la solution, c'est en fait, de bâtir un pont entre les deux systèmes. C'est-à-dire que c'est de pas dire la théorie et l'écrit n'est pas bon. Il faut être dans le ressenti. Non, il faut faire une connexion entre les deux. Et il y a, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Opasso. La méthode Opasso, c'est un Brésilien, Lucas Ciavata, je pense, qui a créé ça. C'est une super méthode. C'est vraiment une super méthode. Mais c'est une méthode où on travaille, et d'une façon extrêmement efficace et magnifique, sur l'éducation du sens du rythme, du sens de la pulsation. Voilà. C'est vraiment super efficace. Le seul problème, c'est que, et j'avais un de mes étudiants qui a suivi ma formation sur le rythme, qui avait dit, écoute, c'est aussi un Belge, pardon, il y a plein de Belges dans ma vie, qui m'avait dit, voilà, j'ai suivi des cours de rythme justement avec un prof qui travaille sur cette méthode, et puis c'est un ingénieur, donc un ingénieur à la retraite, donc à un certain moment, ils étaient en train de travailler, travail corporel, etc., donc dans ces champs, et il pose la question suivante à son prof, il dit, ok, c'est super bien, mais j'aimerais bien savoir ce que je fais comme rythme, ça représente quoi quand on l'écrit? Et son prof a dit, t'occupe pas de ça. Et forcément, l'objectif, c'était vraiment de travailler le sens du rythme. Et pour faire ça, cette méthode, elle est topissime. Vraiment, c'est top. Sauf que dans cette méthode, il n'y a pas le lien avec l'écrit. Ce qui fait que quand on est face à une partition, même si on a un super sens du rythme, quand on danse ou quand on chante un rythme, voilà, on est à fond, quoi. Quand on est face à une partition, si on peut pas décoder, si on ne sait pas ce qui est écrit, à quoi ça correspond exactement, forcément, on n'est pas du tout, on n'est pas avancé. Donc, c'est super important dans le travail de toujours connecter l'écrit au ressenti et d'être capable de faire en sorte que les élèves soient capables de partir de l'écrit vers le ressenti, mais aussi en partant du ressenti vers l'écrit. Et ça c'est... Si ça c'est en place, ça c'est le top du top. Ça c'est vraiment le top du top. Alors, pour trouver une solution, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, j'ai fait un voyage pour aller découvrir dans d'autres cultures comment la musique et le rythme étaient enseignés. Et en fait, les clés, parce que ça fait très longtemps que je travaille sur le sujet du rythme, et les clés pour vraiment trouver ce lien entre l'écrit et le ressenti vers l'écrit, je l'ai trouvé dans une pédagogie ancestrale, donc qui est utilisée depuis très longtemps dans l'Inde du Sud, et ça s'utilise dans le cadre de l'apprentissage des instruments à percussion. Ça s'appelle le Konakol. Et le Konakol, d'après ce que j'en ai vu, parce que je l'ai expérimenté, d'après ce que
on dit beaucoup de personnes, ça fait partie des systèmes les plus raffinés, les plus riches en matière de rythme que l'homme n'ait jamais inventé sur Terre. Et nous, on est dans un système, dans notre culture musicale et dans la culture africaine. Et quand je parle de la culture africaine, c'est pas nord-africaine, mais l'Afrique noire. Donc, tout ce qui est rythme, tout ce qui est travail de mesure, en fait, on est sur des choses extrêmement simples. La majeure partie de notre culture à nous, pratiquement 70% de notre musique, c'est des mesures à 4 temps. Donc, ça fait vraiment partie c'est le plus gros de notre système. En Afrique noire, c'est exactement pareil. En Afrique du Nord, c'est beaucoup plus complexe. En Inde, c'est infiniment plus complexe. On a des cycles à 21 temps, à 7 temps. C'est un truc de dingue. Et en fait, ils ont mis en place un système, il y a très longtemps, qui est juste extrêmement performant. Et je vais tout simplement vous montrer une petite vidéo. Vous allez découvrir ce qu'est le Konakol et vous allez voir, c'est une gamine qui va exécuter certaines choses. Elle le fait en compagnie de son prof. Et vous allez voir, c'est des structures rythmiques qui sont incroyablement complexes. Et vous allez voir la facilité, la détente et le sourire avec lequel justement la gamine est capable de faire ça. Et donc, je vous montre la vidéo. Voilà, j'ai pris juste un petit extrait, ça dure 53 secondes. Et après, je vous explique comment, en partant de là, justement, on peut trouver la solution pour faire le lien écrit vers le ressenti et ressenti vers l'écrit. Alors, c'est parti. Ta, di, tom, nam, tarigida ta, di, tom, nam, tarigida ta, di, tom, nam. Tarigida ta di tum nam tarigida ta di tum nam tarigida ta di tum nam tarigida tom nam tarigida ta di tum 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 nam tarigida ta Tagadalam, tagadalam, takadinatam, 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 takadinatam. Voilà. Vous avez bien entendu? Oui. Ok. Ça, c'est le Konakol. Est-ce que vous connaissiez ça, le Konakol? Non. Delphine, tu connaissais? Oui, en fait, j'ai partagé nombre de leurs vidéos par moment pour inspirer justement mes stagiaires, parce que je suis aussi formatrice sur l'enseignement de la musique au public en situation de handicap. Et en fait, c'était pour les inspirer de dire, bah voilà, il faut qu'on fasse pareil. C'est un truc de fou en fait, mais ça fait partie de leur culture. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, je connais très bien, oui. J'ai vu plein de vidéos et on se dit, waouh, mais comment c'est possible? Mais si. Ouais. Alors. Ils les observent bien, ils vivent énormément avec leur corps, même si. Ouais. Alors, bon, pour un tout petit peu expliquer davantage sur quoi c'est basé, c'est que c'est une pédagogie qui est utilisée dans le cadre de l'apprentissage, principalement des tablas. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les tablas. Donc, c'est un instrument indien et c'est un instrument qui est extrêmement riche parce que la palette de sons qu'on peut en sortir, c'est très large. Donc forcément, il y a différents types de frappes. Donc on peut frapper avec la main, avec ici le bas de la paume, avec les doigts, avec le pouce. Et en fonction du type de frappe, on va avoir un son qui est différent. Donc en fait, quand on les entend ta di dag dag di da da tuk dag da di dum ta, en fait chaque syllabe correspond à une frappe, un timbre de frappe bien précis. Donc, ce qui fait que le lien quand il travaille les phrases, on entend déjà l'instrument, les différentes frappes d'instruments. Parce que quand on fait da, dik, dum, ta, dik, dum, ta, dik. Donc, c'est des types de frappes. Ça correspond vraiment tel doigt, telle position, etc. Donc, on est tout de suite le lien entre la pratique et l'exécution sur l'instrument. On l'a déjà dans le choix des syllabes. Et donc, ça, c'est le contexte dans lequel c'est utilisé.
Et quand j'ai vu ça, quand j'ai découvert ça il y a très longtemps, et quand j'ai pu le pratiquer, je me suis dit, wow, c'est quoi ce truc, quoi. Et en fait, bon, là, comme je l'ai expliqué, c'est dans le cadre de l'apprentissage des tablas. C'est des structures rythmiques qui est juste dingue en termes de complexité. Et eux, ils survolent ça comme si c'est du petit lait, quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté ça donc au langage français, parce que l'idée c'est que bon, toute ma méthode telle que je le fais, elle est basée sur les percussions vocales. C'est-à-dire que j'utilise exactement ce même système-là. Sauf que j'ai pris des petits mots, par exemple, si je fais travailler une combinaison de 2 croches, c'est mito. Donc mito, quand je fais 2 croches noires, c'est mito-yo ou mito-sho. Donc yo et sho, c'est pour les noirs, histoire de faire des variations. Et pour les doubles croches, 4 doubles croches, j'utilise par exemple petit mito-yo, petit mito. Après, croche, 2 croches, c'est pomme tiki. Et croche, 2 doubles croches, c'est pomme tiki. Et 2 doubles croches, c'est chocolat. Et donc, j'ai fait un jeu pour les gamins, par exemple, un jeu de plateau avec des cartes, etc., où on joue avec ça. Et puis, j'ai fait une formation pour les adultes qui fonctionne là-dessus. Donc, ce qui fait que quand on a une combinaison, par exemple, on fait donc 2 croches noires, 2 croches noires, ça fait mito-yo, mito-sho, mito-yo, mito-sho. Et ce que je cherche à faire dans un premier temps, c'est donc on part de l'écrit. Donc, forcément, tous mes élèves, quand ils bossent là-dessus, un mito, c'est 2 croches. Un petit mito, c'est 4 doubles croches. C'est-à-dire qu'ils vont relier chaque mot, donc mito ou petit mito, ça peut être d'autres mots, hein, voilà, c'est relié à chaque fois à une combinaison rythmique. Quand ils entendent mito-yo, ils savent que c'est 2 croches noires. Le lien vers la dictée rythmique se fait tout de suite. Et après, ce qui va être important dans le travail, parce que c'est bien beau d'avoir des petits mots et de remplacer croche noire par mito-yo ou mito-sho. Ce qui va être important, parce qu'il y a différentes étapes qu'il faut respecter dans l'acquisition du rythme. Parce que si on veut vraiment être bon au niveau maîtrise des rythmes, la première des choses, c'est de travailler sur le sens du temps. Il faut avoir le sens de la pulsation. Donc, il faut sentir justement les pulsations. Et la meilleure façon de le faire, c'est de marcher. Quand on marche, par exemple, dans ma formation, j'ai énormément de vidéos où je fais des exercices, où je me filme en pleine nature. Je demande, OK, vous allez sortir, vous prenez votre partition, et quand vous faites une rando ou quand vous allez faire vos courses, vous allez chercher votre pain, vous allez faire l'exercice en marchant. Parce que la marche, 1, c'est dynamique, et 2, c'est extrêmement régulier. Il n'y a pas plus régulier. C'est-à-dire que je vois, par exemple, des élèves qui, quand ils font leur exercice, quand on est face vidéo, donc je suis en tailleur, et on tape sur les genoux, donc mito-yo, mito-sho, mito-yo, mito-sho. Donc le plus important, c'est d'abord d'ancrer le ta, 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 la pulsation. Ça, c'est les fondations. Ça, c'est des choses qui sont pas écrites. C'est ce que j'appelle la partie invisible du rythme. C'est pas sur la partition, mais c'est là-dessus, sur tout, ce sur lequel tout se construit. Donc, travailler pulsation. Et c'est vrai que c'est pour ça que quand les gamins, quand ils jouent leurs morceaux, je suis là en train de chanter, mais je pulse vraiment le truc. Voilà, je booste, je travaille, j'exagère vraiment cette histoire du temps parce que ça les fait baigner dedans, quoi. Comme si, voilà, que c'est comme Obélix, il est tombé dedans. Donc moi, je fais ce même processus, c'est-à-dire que je chante en même temps et c'est super vivant parce que ces histoires de pulsation, c'est la base. Et donc, quand ils font les exercices face vidéo, il y a un certain qui arrive super bien. Quand le sens du temps est en place, tout va bien. Ils vont pouvoir être réguliers. Donc, mito-yo, mito-sho, mito-yo, pom tiki mito, pom tiki sho, petit mito, pom tiki mito-yo. Voilà, pum. Ça, c'est en place. Maintenant, pour quelqu'un pour qui c'est pas en place,
donc qui est pas régulier au niveau du rythme, mettre un métronome en place, ça ne marche pas parce que c'est juste, c'est à chaque fois la sanction. C'est à chaque fois la sanction parce que dès qu'avec un métronome, si on n'est pas en place, pour essayer de se recaler, c'est juste, c'est un enfer. Et si les personnes ne sentent pas, là, c'est même pas le rythme, c'est juste les pulsations. Leur remède, et c'est vraiment un truc incroyable, c'est juste, il faut les faire marcher. Et tout à l'heure, je parlais je vous ai présenté Simone Dalla Bella, qui est donc le co-directeur du Brahms à Montréal. Il a fait un énorme travail, c'est vraiment pour le moment le terrain sur lequel il avance, c'est justement, il travaille avec des gens qui sont atteints de Parkinson. Et les résultats, j'ai vu vraiment des séances qui ont été filmées, c'est juste à pleurer tellement que c'est dingue. Parce que il y a par exemple, un certain moment, ils font rentrer une patiente qui est atteinte de Parkinson, mais grave, dans la pièce où il y a donc son aide-soignant et puis la thérapeute, voilà, donc qui va gérer qui va mener l'expérience. La femme, elle rentre dans la pièce et elle arrive à peine à marcher, c'est-à-dire qu'elle, voilà, elle n'arrive pas à lever ses pieds, c'est vraiment, c'est pas terrible, quoi. Et elle prend la main de son assistante, enfin de son aide-soignante, et l'autre personne met de la musique, une musique très rythmée, pas trop vite, et puis il commence tout simplement à marcher tranquillement. Et à marcher, on essaie de marcher. Et à un certain moment, la personne, elle s'installe dans le rythme. Et là, soudainement, on voit petit à petit tout le corps qui s'éveille. Et toutes les fonctions sensorimotrices qui soudainement... Et là, ça se transforme en marche dynamique. Et j'ai vu plusieurs expériences comme ça. C'est juste absolument dingue. C'est-à-dire qu'on fait marcher des patients qui sont atteints de Parkinson. Et donc, Simone Dalla, il a fait énormément de boulot là-dessus. Puis il y a une autre scientifique qui travaille à New York qui a fait les mêmes expériences. C'est juste dingue de voir à quel point des personnes, mais vraiment profondément atteintes de Parkinson, on les met sur une musique où il y a un stimulus rythmique qui est hyper fort. On les fait marcher et soudainement, paf, il y a le corps qui se redresse et puis soudainement, ça y est, ils se mettent, il y a une marche dynamique. Alors qu'avant, voilà, c'était les pieds pour avancer, ils glissaient des pieds comme ça. Et c'est juste spectaculaire. Donc ça, le fait de marcher, de faire marcher sur de la musique, c'est une musique très rythmée. Voilà, il faut que le stimulus soit vraiment, soit hyper sexy, quoi. Ça, c'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le sens de la pulsation est en place, là, on va pouvoir construire. Ça sert à rien d'essayer de faire la dictée rythmique, ça sert à rien d'essayer d'être régulier, ça sert à rien d'essayer de gérer la division en 2, en 3 ou en 4 du temps, parce que ça c'est important aussi. Si le sens, s'il maîtrise pas la pulsation, si ça c'est pas ancré, le reste c'est comme construire une maison sans fondation, ça marche pas. Et la meilleure des choses c'est, ok, si vous êtes dans une classe, vous virez les bancs. Et vous marchez, mais vraiment une marche ancrée dans le sol, sur la musique. Ça c'est la base. Donc, tout part vraiment de là, le sens du temps. Et vous pouvez tout de suite dire, si à un certain moment, vous sentez qu'il y a un élève qui est en difficulté sur le rythme, vous arrêtez tout, n'essayez même pas de comprendre ce qu'il n'a pas compris ou ce qui fonctionne pas, juste vérifiez, ok, on va travailler le sens du temps. Vous allez tout de suite voir s'il est en place. S'il est capable de marcher sur un tempo ou pas. S'il est capable de taper dans la main sur un tempo. OK? Et si ça c'est en place, ça sert à rien de commencer déjà à mettre les murs et le toit. Il faut d'abord remettre les fondations. Donc ça, si vous avez des élèves en difficulté, vous vérifiez ça. OK. On se met debout, on met une musique. Comment est-ce qu'ils dansent? Comment est-ce qu'ils bougent? Moi, quand j'ai des élèves qui suivent ma formation, ou qui veulent suivre ma formation sur le rythme. Quand je les ai au téléphone avant, ils me disent « Ouais, j'ai pas mal de problèmes de rythme, etc. » ou ma prof m'a dit que mon rythme n'est pas bon, etc. Je leur pose la question, je dis
est-ce que vous êtes bon danseur, est-ce que vous êtes bonne danseuse? Et si les gens disent, ouais, je danse super bien, je dis, ok, vous n'avez aucun problème de rythme. Ça veut dire quoi quand je dis ça? Je suis pas en train de faire de commercial en disant, non, c'est super bien ce que tu fais. Non, en fait, il faut travailler les rythmes, mais il n'y a pas, enfin, les bases sont là. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable de danser, qui est capable vraiment d'être en mesure quand il danse, quand il bouge son corps, le sens du temps, le sens de la pulsation est en place. Ça, c'est le point de départ. Après, forcément, il doit apprendre ce que c'est une croche, une double croche et de savoir à quoi ça correspond. Ça, c'est un autre travail. Mais on part sur quelque chose qui est extrêmement sain et stable en termes de fondation. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'a pas de problème de rythme. Moi, j'ai eu plusieurs personnes qui ont suivi ma formation, dont une qui a été diagnostiquée justement par une des chercheuses qui travaille au Brahms, qui a été diagnostiquée amusie. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est l'amusie. Et on appelle ça aussi la surdité rythmique. En fait, c'est une lésion cérébrale qui fait qu'en fait, on ne peut pas percevoir la musique. Et d'après les scientifiques, c'est irréversible. C'est une lésion cérébrale. J'ai commencé à travailler avec elle et voilà, on a fait un petit truc en tête à tête. Et parce qu'elle n'arrivait pas, elle s'était inscrite à ma formation, je me suis dit au secours. Elle va aller dans le mur tout de suite, quoi. Donc j'ai dit, écoute, je vais te suivre. On se fait une petite séance en visio. Et elle m'a fait le premier exercice et en effet, elle était incapable. Elle sentait pas du tout. Juste sur un enchaînement très simple, elle sentait pas du tout le temps. Elle n'avait aucune notion de la durée. Donc c'était n'importe quoi. Je dis, waouh, gros problème. Et à un certain moment, je dis, qu'est-ce que je fais? Et ce que j'ai fait avec elle, et j'ai fait ça avec d'autres personnes, parce que du coup, ça m'a tellement trotté dans la tête, je dis qu'il faut que je trouve des solutions, parce que quand on dit c'est irréversible, moi, j'y crois pas. Enfin, du moins, si j'ai pas essayé, s'il n'y a pas des solutions, voilà, je vais pas me donner, je vais pas me donner vaincu, quoi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à voir un peu, et en fait, le cerveau, voilà, tout part de ce qui se passe là-dedans. Et ce que j'ai fait, j'ai acheté 2 petits seaux pour des gamins, 2 petits seaux pour faire des châteaux donc à la plage. Et je les ai mis, donc un de chaque côté. Et je lui ai demandé de faire pareil. Bon, elle a pris des casseroles parce qu'elle n'avait pas le temps elle n'avait pas des sous sur la main, donc elle a pris 2 casseroles. Et l'idée, c'était qu'elle puisse sentir les pulsations. Donc forcément, quand on tape, on a la pulsation. Et je faisais ça. Le problème, c'est que ça ne fonctionnait pas. Et là, j'ai commencé à chercher, je dis, écoute, au lieu de faire pam, 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 parce que je savais qu'à chaque fois, on a un impact, c'est physique. Donc là, il y a une sensation physique. Pim, 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 pim. Le seul problème, c'est que ça ne marchait pas parce qu'elle était incapable, entre guillemets, de matérialiser la durée qu'il y avait entre les 2 battements. Parce que c'est vrai que quand on travaille sur le sens du temps, il y a voilà, c'est une impulsion, c'est physique, c'est pim, pim, et à chaque fois, il y a une espèce de secousse dans le corps, quoi, qu'on sent. Donc forcément, là, on est dans quelque chose on est dans le sens séromotrice, quoi. Et son problème, elle était incapable de matérialiser. Pour elle, c'était ça. C'était trop abstrait, cette durée qu'il y avait entre un battement et un autre. Et ce que j'ai fait, parce que forcément, si on fait ça, et ça, et ça, et ça, ça ne marche pas. Donc, ce que je vais demander de faire, c'est, écoute, tu vas faire ça avec une main. Donc, tu vas taper sur le petit seau. Ensuite, tu vas te déplacer et tu vas taper sur l'autre seau. Ce qui fait que le déplacement, il y a un mouvement. Et ce mouvement, forcément, il demande un certain temps parce qu'il y a une certaine distance à parcourir. Et j'ai fait juste avec une main, fait taper sur ces casseroles, moi sur mes seaux, donc pim, 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 pim. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément, la durée entre les 2 battements, pour qu'elle soit régulière dans ces battements, petit à petit, ça s'est mis en place parce que à chaque fois, il y avait
c'était très concret. Il y avait un mouvement, donc un déplacement de la main, du bras, d'un seau, d'une casserole à une autre. Et j'ai fait ça, rien que ça. Et là, j'ai dit, écoute, maintenant, au lieu de faire mito-yo, mito-sho, enfin, c'est ce qu'elle devait faire, parce qu'avant, elle faisait mito-yo, et après, enfin, quand elle faisait sans taper, elle faisait mito-yo. Donc, mito-yo, quand on fait mito-yo, donc 2 croches noires, forcément, la liaison entre le premier temps et le deuxième, donc premier battement et deuxième battement, il est relié, parce qu'il y a une croche sur le contretemps, donc il y a un lien. Donc, cet espace entre les 2 battements est rempli par une autre note. Pareil, si on fait 4 doubles croches, c'est rempli par plusieurs notes. Donc, forcément, le fait de passer d'un battement à un autre, ça se passe très bien. Mais après, quand on fait, par exemple, 2 croches noires ou 4 doubles croches noires, ça se passe très bien. Mais ensuite, pour passer du deuxième au troisième temps, s'il y a juste une noire, en fait, pour elle, il y avait un vide. Et qu'elle n'arrivait pas à... Voilà, c'est un vide, c'est du néant. Il n'y avait rien. Et ce qui fait que quand elle faisait donc croche, croche noire, croche, croche noire, donc ces 2 premières croches, enfin la première croche, croche noire, donc croche, croche noire, c'était super bien en place. Mais après, elle tombait dans un espèce de vide, donc elle savait pas du tout à quel moment arrivait le troisième temps pour refaire nouveau croche, croche noire. Et c'était juste impossible à faire. Et quand j'ai fait ce travail, et je l'ai fait avec d'autres personnes, quand j'ai fait ce travail, ok, tu prends des petits seaux, tu prends des casseroles, peu importe, et tu passes avec une main d'une casserole d'un seau à un autre, là, la durée qu'il y avait entre les 2 battements devenait concret, et là, petit à petit, elle pouvait faire mito-yo, mito-sho, parce qu'elle savait que tant qu'elle n'était pas arrivée là, son troisième temps ne commençait pas. Donc, mito-yo, mito-sho. Et petit à petit, ça s'est aligné, et j'ai commencé à avoir des progrès avec elle. Et j'ai appliqué ça à d'autres personnes. Donc, quand on travaille sur le sens du temps, bon là, c'est vraiment des cas un peu, voilà, donc des cas donc, que vous n'avez pas beaucoup rencontrés. Mais en règle générale, la base, c'est ancrer les pulsations. Donc, travailler, marche dynamique. Taper des mains, bouger, hop, passer d'un pied à un autre. Voilà. Histoire de, voilà, il faut vraiment impliquer le corps là-dedans. Et après, ce qui va être important, si jamais on sent qu'ils sont pas réguliers, c'est justement de rendre concret la durée, parce que c'est ça qui est important. C'est pas tant de sentir juste une pulsation et puis une autre, puis encore une autre, mais c'est vraiment pour la régularité, savoir, ok, c'est quoi la durée exacte? Quand est-ce qu'il commence ce temps suivant? Quand est-ce qu'il commence le temps suivant? Donc, j'ai fait ce travail juste en tapant des mains. Ça peut être juste sur la table, mais non pas avec une main à une autre, parce qu'il n'y a pas de mouvement, pas de déplacement. Là, il y a vraiment un déplacement qui a une certaine durée. Et là, petit à petit, on s'installe dans un sens du temps, sens de la pulsation, où il y a de la régularité qui est ressentie, qu'on ressent et qui est maîtrisée. Et là-dessus, on peut faire mito-yo, petit mito-sho. Voilà, on a le temps, tant que la main n'est pas là-bas, voilà, on se précipite pas, voilà, comme ça, sans savoir où il est, donc sur le temps suivant. Et petit à petit, ça se régularise. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Donc, le sens de la pulsation. Après, l'autre étape, c'est de mettre en place, d'ancrer le sens de la mesure. Donc, une fois qu'on est capable de sentir des battements et qui sont réguliers, après, on va structurer ça selon la mesure. Si c'est une mesure à 4 temps, donc premier temps, temps fort, troisième temps, petit temps fort. Donc, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, on fait marquer. Si c'est une mesure à 3 temps, c'est temps fort, temps faible, temps faible. Si c'est une mesure à 2 temps, c'est temps fort, temps faible. Donc ça, donc pour ce qui est du travail du sens de la pulsation, sens du temps et puis le sens de la mesure, on est dans ce que moi j'appelle la partie invisible du rythme, puisque c'est pas marqué. C'est pas marqué sur une partition où sont les battements. C'est pas marqué que le premier battement de la mesure, c'est le temps fort. Donc c'est un temps plus appuyé, c'est plus énergique. Ça c'est la première chose à faire. Si ça c'est ancré, après on peut commencer à travailler sur d'autres choses, c'est-à-dire le sens de la division du temps.
ça donne quoi quand un temps est divisé en 2? Ça donne quoi quand un temps est divisé en 3? Quand un temps est divisé en 4? Et la plupart des temps, je travaille pratiquement au début exclusivement sur tout ce qui est binaire. Donc, division du temps par 2, les croches, division du temps par 4, et toutes les combinaisons de croche, de double croche, croche au départ. Parce que ça assoit vraiment les bases, ça donne de la stabilité. Le rythme ternaire, souvent, prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup moins immédiat, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on a 2 jambes. Voilà. Biologiquement, on fonctionne de façon binaire, gauche, droite, gauche, droite. Si on était né si l'être humain avait 3 jambes, ce serait l'inverse. Le rythme ternaire, ce serait, waouh, c'est notre truc. C'est pas pour rien que, voilà, j'ai fait un comptage comme ça, c'est 70% de notre musique à nous est basée sur des mesures à 4 temps. C'est vraiment le plus gros. Ça c'est super important. Après, ce qui va être hyper important pour clôturer l'ensemble, c'est quand on travaille le rythme, donc il faut travailler le sens d'abord. Il faut d'abord installer le sens du temps, sens de la pulsation, sens de la mesure, donc sentir temps fort, temps faible. Ha, ti, 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 ki, ha, pom, pom, pa, ka, ha. Voilà. Ça, il faut s'installer dedans. Après, on travaille les divisions du temps par 2, par 4, dans un premier temps. Et ce qui va être important, c'est qu'à chaque fois quand vous faites ça, il y a quelque chose qui est super important pour rendre chacun des exercices super vivants, c'est tout de suite connecter ce travail à ce que j'appelle le sens de la phrase. C'est-à-dire que quand on a une petite phrase, vous travaillez sur une phrase qui fait 2 mesures. Quand on dit une phrase, par exemple, aujourd'hui, comme il fait beau, virgule, j'ai décidé de manger une glace. Voilà. Donc, dans cette phrase, il y a une partie montante, une partie descendante. Donc, la première partie, c'est aujourd'hui, comme il fait beau, talada, tegadada, j'ai décidé de manger une glace. C'est comme ça qu'on parle. Donc, en musique, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand on a un morceau, c'est pom pabalatarita tam tiritita tam. Donc, la première mesure, c'est la partie montante. La deuxième mesure, c'est et là, la phrase se pose. Moi, dans ma formation, j'ai matérialisé ça avec un petit avion. C'est-à-dire que quand je fais des exercices avec 2 mesures, j'ai une mesure pour faire décoller l'avion et une mesure pour faire atterrir l'avion. Après, je propose par exemple des exercices avec des mesures à 4 temps où le petit avion monte pendant 3 mesures et sur la dernière mesure, on va conclure. Donc c'est comme si je dis aujourd'hui, comme il fait beau, virgule, et que j'ai vraiment tellement envie et qu'en plus, j'ai un magasin à côté de moi qui en vend, virgule, eh bien, je vais manger une tartine. D'accord ? Donc, ça monte, et puis après, on descend. La musique, donc une phrase musicale fonctionne toujours de la même façon. On démarre de façon énergique et à la fin, on la pose. Et si chacun de vos exercices sont 2 mesures, 4 mesures, vous l'installez vraiment, vous le développez dans ce sens-là, c'est-à-dire avec partie montante, partie descendante, c'est ce que moi j'appelle le sens de la phrase, soudainement, ça devient extrêmement vivant. Ça devient extrêmement vivant. Et là, on est vraiment dans un travail du rythme qui est à 100% musical et qui devient vivant. Donc ça, c'est important. Chacun des exercices, il faut qu'il soit vivant. Et pour travailler le sens de la phrase, ce que je fais au départ, c'est je raconte une petite histoire. C'est-à-dire quelqu'un qui pose une question, j'ai créé un petit scénario. Par exemple, on a l'histoire du gars qui vient voir son copain et qui lui dit « Tiens, hier, j'ai mangé des frites avec de la sauce tartare. » En soi, à la limite, on s'en moque. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que le gars en question, depuis qu'il est tout petit, il bassine son copain avec le fait que jamais de la vie, il mangerait de la sauce tartare.
parce qu'il déteste ça. Donc forcément, quand lui il vient voir son copain, lui dit, écoute, hier soir, j'ai mangé des frites avec de la sauce tartare. La première réaction de son copain, c'est, attends, t'es bien sûr que t'as mangé? Attends, t'es pas en train de me raconter des bobards? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il pose une question. Attends, t'es pas en train de me raconter des bobards? Et l'autre, il répond, ben non, attends, qu'est-ce que tu penses? Donc il répond, mais c'est pas une réponse qui va satisfaire son copain. Donc du coup, son copain, il repose de nouveau la même question. Attends, écoute, t'es sûr que c'est pas un bobard? Et là, son copain, il répond, mais de façon conclusive, il dit, écoute, attends, j'ai pris une photo pendant que j'étais en train de manger, regarde. Et il donne la réponse. Donc là, on a un petit scénario. C'est-à-dire que le gars, il pose une question, l'autre, il répond, mais c'est pas une réponse conclusive. On repose de nouveau la même question et ensuite, on a une réponse conclusive. Fin de la conversation. Et toute notre musique, quand on prend par exemple le petit menuet de Bach. Ah oui, j'ai pas branché mon piano parce que j'ai d'autres trucs qui sont dessus. Par exemple, quand on a pam pa badabadam pam pam pi pa badabadam pam pam tam ta badabadam ti badabadam tu petit dam. Donc pam pa badabadi tam tam ti ta badabada ta tam. Ça c'est la question. Derrière il y a la réponse pam pa badabadam ti dadadam ti badabidi tam. C'est le premier c'est la question et là on a une réponse. Mais le morceau n'est pas fini, donc c'est une réponse qui n'est pas conclusive. Donc, Bach, enfin c'est pas Bach, c'est Petzold, le compositeur de ce petit thème, il repose de nouveau la même question, tam, tabadabadi, tatati, tabadabada, tam, tam, et là derrière il conclut la phrase, tam, tibadabadam, tibadabadam, tibadadadam, poum. Ouais. Pratiquement toute notre musique est basée sur ce scénario-là. Donc moi, quand je crée des petits exercices, je fais donc des petites combinaisons rythmiques où justement on a ce schéma, donc soit une mesure pour monter, une mesure pour descendre, ou bien 4 mesures, mesure montante, mesure descendante, mesure montante, descendante. C'est-à-dire que question, réponse, non conclusive, re-question, donc exactement la même mesure que la mesure 1, et puis réponse conclusive. Et du coup, on s'installe dans des petits scénarios parfois on invente des scénarios avec les élèves en disant tiens voilà c'est quoi la question, c'est quoi la réponse, c'est quoi la re-question, c'est quoi la réponse conclusive. Et du coup on les crée ensemble, ce qui fait qu'ils s'impliquent dans l'exercice qu'ils vont faire et ça change complètement la relation avec l'exercice qu'ils ont parce que souvent on a des partitions, on les impose alors que là c'est un peu leur création eux quoi. Et ça change, encore une fois, comme je l'ai dit, la relation avec l'exercice, c'est la leur. C'est comme les gamins qui n'aiment pas faire qui n'aiment pas manger les légumes, mais quand c'est eux qui font la cuisine et qui font les légumes, ils les mangent parce que c'est eux qui l'ont préparé. C'est complètement différent. Et là, forcément, tous les exercices qu'on propose, on les installe vraiment dans quelque chose de vivant. Donc, c'est ce que moi j'appelle le sens de la phrase. Et si vous faites des exercices comme ça change vraiment tout, quoi. Voilà, je pense qu'on va arrêter là parce qu'il est déjà 12h07. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Moi, j'en aurais une par rapport, parce que j'ai quelques élèves là, justement, qui ont des problèmes de rythmique, donc ça, j'ai bien compris un petit peu la méthode. Pour revenir encore pour l'acquisition de ce sens du battement, il faudrait donc les faire marcher sur une musique qu'on passerait en début de cours pour qu'ils arrivent à le saisir, un truc comme ça? Oui, ça peut être ça, mais bon, si ça peut être. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent contribuer. En fait, c'est-à-dire qu'on peut les mettre vraiment dans un contexte de travail où même si on le fait pas exprès, vous travaillez quand même l'ancrage du temps. Parce qu'on peut en effet les dire ok, on fait un exercice spécifique dessus. Tiens, on va taper des mains. Ou moi par exemple, c'est vrai que
dans ma façon de travailler, à chaque fois quand on fait un exercice, même si c'est juste un petit exercice, pour exercer le premier, deuxième, troisième doigt, moi je fais un accompagnement et en plus, je le pulse, je le joue et puis en plus je chantonne derrière que voilà, il baigne vraiment en permanence dans cette sensation des battements. Donc c'est quelque chose qu'on peut, enfin il y a énormément de choses où on peut les faire baigner justement là-dedans. Donc, il n'y a pas juste le fait de faire un exercice isolé tout le reste en disant, tiens, on va marcher sur de la musique, c'est efficace, on va taper sur un morceau. Voilà, c'est en permanence. C'est-à-dire que quand dans d'autres cultures, forcément, les gamins sont baignés là-dedans depuis tout petit. Et voilà, c'est naturel. Donc, il faut créer vraiment un environnement d'apprentissage où en permanence, ils baignent là-dedans. C'est-à-dire que quand on fait un exercice, par exemple, sur sur l'ensemble des 7 premiers morceaux de mon recueil piano solo, je ne sais pas si vous avez les accompagnements pour les faire en 4 mains. Non, il me semble pas. Ben, je vais les envoyer, alors je vais vous les faire parvenir parce que moi, à partir du moment qu'il commence un peu à maîtriser le morceau, que ça tourne à peu près bien, je me mets en 4 mains derrière. Bon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc si c'est pas encore complètement en place, voilà, je suis un peu à la steak, histoire de continuer à le soutenir, même si c'est pas encore régulier. Mais derrière, à chaque fois, bim, c'est un contexte d'apprentissage où, encore une fois, ça y est, sans le faire exprès, enfin pour eux en tout cas, sans le travailler de façon explicite, ils sont en train de vivre, en train de sentir justement ce temps. Et c'est vrai que c'est des accompagnements où j'y vais quand même à fond, quoi. C'est rock and roll, quoi. Donc bon, parfois on fait ça plus lentement, plus vite, mais c'est dynamique, quoi. Ça pulse à mort, quoi. Et donc on crée vraiment un contexte où ils vont expérimenter, sans que ce soit dans un cadre d'un exercice spécifique, mais ils vont expérimenter cette sensation. Et forcément, quand vous travaillez, on est dans un cours de musique, donc on est vraiment à 100% dans un contexte où on peut en permanence, si on joue un morceau, justement, travailler, enfin, leur faire l'expérience de la pulsation. On n'est pas obligé de le faire uniquement spécifiquement à un moment précis par le biais d'un exercice. On peut le faire. Mais en tant que prof, voilà, chaque moment est bon. Et même si c'est pas dans leur tête, ils travaillent pas forcément le rythme, on les installe dans ce cadre où, à un certain moment, ça s'installe, quoi. Et la méthode, on peut la trouver où, du coup, la méthode rythmique dont tu parlais? C'est une formation que j'ai en ligne sur ma plateforme d'apprentissage. Si voilà, je peux te donner le lien, mais le but d'aujourd'hui, c'était pas de faire la promo de ma formation. Oui, bien sûr, mais ça peut intéresser certains qui regarderont le replay. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai, parce que là, pendant que tu parlais, je suis allée voir et j'ai vu effectivement les vidéos que tu avais, quelques vidéos publiées sur YouTube et d'autres, et que là, il y avait effectivement aussi la formation. Je ne connaissais pas du tout. Je pense que ça peut être intéressant aussi, ouais. Sans vouloir te vendre, mais c'est sympa. Ouais, en fait, la méthode, ça s'appelle la méthode rythmique intuitive, parce que c'est vrai que le but, c'est d'amener vraiment un apprentissage où ça devient intuitif, quoi. Et c'est vrai que la musique est rythme avant tout, donc je trouve que c'est vachement important. Ouais, bah oui. Mais voilà, pour toi, c'est quelque chose qui est évident, parce que encore une fois, t'es né là-dedans, quoi. Moi, je me souviens, j'avais une discussion il y a très, très, très longtemps. J'avais une élève qui était la fille d'un président déchu d'un pays africain. Donc, ils habitaient, moi, j'habitais dans le 17e à Paris, j'ai enseigné là-bas, chez moi, et elle prenait des cours. C'est une nana super sympa. Et à un certain moment, on parlait justement du rythme et le fait que eux, ils avaient davantage enfin, ils maîtrisaient davantage de rythme, parce que j'aime pas parler de prédisposition, parce qu'en fait, je pense qu'on est de façon égale. Après, c'est vrai que quelqu'un qui
qui baigne dedans depuis qu'il est tout petit, forcément, et il va être plus à même de maîtriser le rythme et de façon extrêmement intuitive et de façon naturelle. Et on en avait parlé, et puis à un certain moment, elle disait, ouais, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je dis, écoute, essaye de te souvenir d'une chanson que tu apprenais à l'école. Parce que nous, quand on est à l'école, en classe, on a les bras croisés. Déjà, pour commencer. On est assis sur un banc. Et après, c'est du style « Au clair de la lune ». Et puis, à un certain moment, elle se met à réfléchir. Elle dit « Ah ben oui, j'en ai une ». Et elle a commencé à me la chanter. C'était « Ya-da-da-du-da-dum, ki-di-di-du-da-dum, ta-da-da-du-da-dum ». Donc, on est déjà pas du tout sur la même proposition. C'est tout de suite « ta-da-da-da-da-dum ». Et en plus, à un certain moment, elle me dit « Mais tu sais quoi ? En fait, tu as raison, parce que il y avait une règle dans mon école, c'est que même si on n'avait pas envie, même si on s'était fait punir juste avant ou s'était fait gronder, quand la fin de la classe sonnait, on devait sortir de la classe et de l'école en dansant et en chantant. Donc voilà, c'est vraiment culturel. Et ça, c'est un environnement qu'on peut créer. Et c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur pédagogique de toutes les choses qu'on va faire, de tout le contexte qu'on va créer et dans lequel on va installer un élève, même si ce n'est pas concrètement dans le cadre d'un exercice. Il faut que je vous laisse. Je suis Ouais. désolée. Oui, de toute façon, nous avons fini. Donc, voilà. Merci beaucoup, Alain. Merci, Lorena. Merci. C'était vraiment un grand plaisir. C'était très sympa. Merci de m'avoir invité, Cédric. Donc, voilà, c'est as you like. C'est quand tu veux.